Raila Odinga, l'opposant kenyan hospitalisé, l'ex-premier ministre du Kenya, a été testé positif au coronavirus, a annoncé son médecin. Le groupe armé ADF en République démocratique du Congo placé sur la liste rouge des États-Unis, Washington affirme que les ADF sont liés au groupe État islamique. Et puis l'ex-président mauritanien Ould Abdelaziz inculpé pour corruption, il a été placé sous contrôle judiciaire avec une dizaine d'autres hautes personnalités. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. L'opposant kenyan et ancien Premier ministre Raila Odinga, 76 ans, est malade de Covid-19. Il a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus, a informé son médecin dans un communiqué. Raila Odinga, admis à l'hôpital mardi pour cause de Covid, répond bien au traitement et garde le moral, a affirmé son médecin. Odinga, candidat malheureux à l'élection présidentielle à 4 reprises, est une figure centrale et très populaire de la vie politique kenyane. Malgré l'adoption d'une nouvelle constitution en 2010, de nouvelles violences ont éclaté après la présidentielle de 2017, boycottée par Odinga après l'annulation par la Cour suprême d'un premier scrutin remporté par le président sortant Uhuru Kenyatta. Mais en mars 2018, les deux hommes ont scellé une alliance inattendue, alimentant les soupçons d'accord pour la présidentielle de 2022 entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, qui ne pourra pas se représenter. Le Kenya, qui a commencé la semaine dernière sa campagne de vaccination contre la Covid-19, connaît actuellement sa 3e vague de contamination avec des taux de tests positifs de presque 13% cette semaine. Les variants britanniques et sud-africains ont tous deux été signalés dans ce pays d'Afrique de l'Est qui a enregistré au total plus de 110 000 cas pour près de 1900 morts. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a convoqué jeudi des élections législatives anticipées le 12 juin prochain, comme il avait promis, une tentative de reprendre la main face à la reprise du mouvement pro-démocratie du Irak dans la rue. Les précisions. Les législatives devraient avoir lieu en 2022 en Algérie, mais le président Tebboune avait dissous le 21 février l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant la voie à ce scrutin anticipé. Pour répondre aussi à la crise politique qui ébranle le pouvoir depuis 2 ans, le chef de l'État, fragilisé par une longue hospitalisation en Allemagne, avait également décrété une grâce présidentielle en faveur d'une 60aine de détenus d'opinion. Un geste d'apaisement adressé au Irak, soulèvement populaire qui avait contraint son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika à démissionner en avril 2019. Mais des dizaines de milliers d'Algériens sont redescendus dans la rue depuis 3 semaines, marquant un retour spectaculaire des marches hebdomadaires du Irak après 1 an d'interruption due à la pandémie de Covid-19. Les manifestants continuent d'exiger le démantèlement du système politique en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, synonyme à leurs yeux de corruption et d'autoritarisme. Le prochain scrutin législatif se tiendra sur la base d'une nouvelle loi électorale que Tebboune a également ratifiée jeudi. Cette loi fixe notamment les règles de financement et de contrôle des campagnes électorales. Ainsi, il est interdit pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature d'un État étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. Tebboune a d'ores et déjà multiplié les appels pour que les portes du Parlement s'ouvrent aux jeunes, estimant que ceux-ci doivent avoir un poids politique. Les dernières élections législatives de 2017 avaient été remportées par le Front de Libération Nationale et le Rassemblement National Démocratique au sein d'une alliance présidentielle ayant soutenu l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ces 2 partis sont aujourd'hui largement discrédités.
Toujours en Algérie, le militant Rachid Nekaz considère qu'il n'y a pas d'état de droit dans le pays. Il a fait cette affirmation avant de participer à une émission radio avec le journaliste Khaled Drareni, devenu un symbole de la liberté de la presse. Rachid Nekaz et Khaled Drareni ont été libérés de prison le vendredi 19 février dernier à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à 3 jours du deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Irak. Il faut savoir que j'ai passé 443 jours en prison, dont 1 an avec le journaliste Khaled Drareni, et je n'ai jamais été jugé. Donc je suis rentré en prison par téléphone et je suis sorti aussi par téléphone. Donc ce qui indique qu'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas d'état de droit en Algérie. Et je me suis rendu compte d'une chose très simple. On ne peut pas faire de politique aujourd'hui en Algérie quand je n'ai même pas de carte d'électeur, je n'ai même pas de passeport qui est renouvelé, je n'ai même pas de carte de résidence et je n'ai même pas de permis de conduire depuis 2014. Comment voulez-vous faire de la politique quand il n'y a pas le minimum syndical et vital d'un état de droit en Algérie? Que ce soit le peuple, l'intelligentsia, les militants, les journalistes ou les avocats comprennent qu'il est temps de s'asseoir autour d'une table de négociation avec le pouvoir, notamment avec le président de la République et l'armée algérienne, avec des représentants compétents qui sont aptes à parler de la mise en place d'un état de droit, en l'occurrence des femmes et des hommes de loi qui peuvent négocier directement avec le pouvoir en vue de définir une période de transition. Ma priorité en tant que citoyen algérien, en tant que militant et homme politique, c'est d'aider celles et ceux qui ont des compétences dans le domaine juridique, constitutionnel, à bâtir un véritable état de droit démocratique et à renégocier les contrats de gaz et de pétrole avec l'ensemble des multinationales afin de récupérer un peu de dollars pour nourrir notre peuple. Je le disais en titre, Mohamed Ould Abdelaziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpées ce jeudi à Nouakchott pour corruption. Ils ont ensuite été placés sous contrôle judiciaire. Reportage. Le procureur de Nouakchott a ordonné la présentation de l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et d'une dizaine de hautes personnalités à un juge en demandant leur inculpation pour corruption. Le juge d'instruction a donc suivi les réquisitions du procureur Ahmedou Ould Abdelahi en inculpant et en plaçant sous contrôle judiciaire l'ancien président, un de ses gendres, 2 de ses anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires. L'un des avocats de l'ancien président, maître Mohameden Ould Ichedou, a confirmé l'information. Selon lui, son client a refusé de répondre aux questions du juge, s'en tenant à l'immunité que lui confère la Constitution en son article 93. Le juge précisera prochainement les conditions du contrôle judiciaire. La liste des chefs d'inculpation dressés contre l'ex-président comporte notamment la corruption, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, la dilapidation de biens publics, l'octroi d'avantages indus et l'obstruction au déroulement de la justice. Après plus de 10 ans au pouvoir entre 2008 et 2019, cette inculpation représente une nouvelle étape de la chute de Mohamed Ould Abdelaziz sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son ancien chef de cabinet et ministre, dont il avait pourtant préparé la cession à la présidence. Mohamed Ould Abdelaziz crie au règlement de compte. Son successeur a quant à lui constamment invoqué l'indépendance de la justice. Les États-Unis placent le groupe armé ADF en République démocratique du Congo sur la liste rouge. Washington affirme que les forces démocratiques alliées sont une organisation terroriste affiliée au groupe État islamique. Le groupe est à l'origine de la mort de centaines de civils, précisent les Américains. Les détails. Dans un communiqué, le département d'État désigne les forces démocratiques alliées, les ADF, sous le nom de Daesh RDC, commandées par Seka Moussa Baloukou.
Les attentats du groupe ont fait plus de 849 victimes civiles en 2020 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ajoute Washington en reprenant les chiffres de rapport remis aux Nations Unies. L'administration Biden appuie les efforts du président Félix Tshisekedi et du gouvernement congolais visant à faire face aux groupes armés et aux groupes terroristes, commente l'ambassadeur américain à Kinshasa. Nous devons supprimer le financement de ces groupes, a-t-il ajouté. Du fait de cette désignation, le groupe et leurs responsables tombent sous le coup de plusieurs sanctions américaines, avoir gelé aux États-Unis, sanctions contre les institutions financières étrangères qui font des transactions avec eux aux États-Unis. Depuis avril 2019, le groupe État islamique a revendiqué plusieurs attaques des ADF, parfois avec des erreurs factuelles. En décembre 2020, un groupe d'experts onusiens sur la RDC affirmait n'avoir pu établir aucun lien direct entre le groupe État islamique et les ADF. Au total, 1219 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF depuis 2017 en territoire de Béni, d'après les experts du baromètre sécuritaire du Kivu. Une unité de l'armée libyenne a annoncé la libération ce mercredi de 120 migrants, pour la plupart originaires d'Égypte. Ces derniers étaient retenus en otage dans l'ouest de la Libye par des trafiquants et des passeurs. La 444e brigade de combat, une unité d'élite des forces armées de l'ouest de la Libye, a indiqué que ses forces ont réussi à libérer 120 otages qui étaient détenus à Bani Walid, la plupart de nationalité égyptienne. Ils ont été libérés après l'assaut contre des repères de trafiquants d'êtres humains. Les migrants ont été victimes d'actes de torture et d'extorsion de la part de leurs geôliers, a ajouté la 444e brigade de combat en citant des témoignages de migrants libérés. Cette unité a déjà mené la semaine dernière une vaste opération contre des passeurs à Bani Walid, une plaque tournante du trafic de migrants située aux portes du désert libyen, à 170 km au sud-est de Tripoli. 6 cachettes ont été découvertes vendredi. 70 migrants de différentes nationalités ont été libérés ce jour-là. L'un des trafiquants les plus notoires du pays a été appréhendé, ainsi que d'autres criminels étrangers qui enlevaient, tuaient et torturaient leurs victimes, avait alors indiqué la 444e brigade. Le chaos qui a suivi la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Beaucoup de migrants se retrouvent bloqués en Libye dans des conditions déplorables à la merci des passeurs et des trafiquants. Fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.